Il a déposé 2 listes pour 2 coalitions à la place d'une seule, principe retenu lors des concertations politiques autour du dialogue national. Ce jeudi 16 juin est la date retenue pour l'installation de la commission en ultimatum de 48 heures et donnée à l'opposition. À suivre également la série sur le secteur de l'élevage. Ce soir, nous allons découvrir le zébu negra cobra, un animal de zone sylvopastorale avec des charmes. Nous évoquerons la question de la culture foragère, puis on tourne à Canel pour parler de ce forage, point de ralliement des éleveurs et de leur pâturage. Ramadan, bonne période pour le petit commerce. Des vendeurs de tous âges profitent de cette période pour écouler divers produits, parfois insoupçonnés. L'activité fait des heureux, tout comme le soukaroukor ou cette fameuse tendance à couvrir de cadeaux à sa belle famille en ce mois béni. Une pratique qui s'impose de plus en plus, tout le contraire de celle qui consiste à crier aux premières heures de l'aube pour réveiller les voisins. À suivre le reportage du jour avec Aramno et la chronique Ramadan de Seydina Alun Dikoua. Bonsoir et bienvenue à tous. Visite de courtoisie du président de la République à Touba et Tivaouane. En ce mois béni du Ramadan, à Mbacké Bari, le chef de l'État a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, en présence de ses proches, dont Serigne Moustapha Serigne Bara Matiley et Serigne Bassirou Abdoul Khadr. À Tivaouane, c'est Serigne Abdoul Aziz Sy, porte-parole du Khalife, qui a accueilli le président Macky Sall avec à ses côtés Serigne Mbaye Sy Mansour. À Touba, comme à Tivaouane, des prières ont été dites pour un Sénégal de paix, engagé sur la voie de l'émergence. Aboubakry Kane. C'est en début de matinée que le chef de l'État est arrivé dans la ville sainte de Touba pour une visite inopinée et en toute discrétion. En ce mois béni du Ramadan, un des piliers de l'islam, le président Macky Sall vient ainsi rendre une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides retranché dans ses quartiers privés de Mbacké Bari. À Serigne Cheikh Sidi Mokhtar, entouré seulement de quelques proches, le chef de l'État a renouvelé son acte d'allégeance respectueuse. Le président Macky Sall a aussi exprimé au Khalife sa détermination à poursuivre les travaux déjà engagés dans la ville sainte. Pour le projet de construction d'un hôpital, le démarrage des travaux est programmé dans les semaines à venir. Le chef de l'État a par la suite sollicité des prières auprès du Khalife, dont le porte-parole a surtout salué la démarche de foi du président Macky Sall. Serigne Bassirou Abdoul Khadr se félicite du déplacement du chef de l'État en ce mois de piété et d'observation d'un ensemble de prescriptions. Il qualifie cette visite de bonne action qui participe du raffermissement de la foi en Dieu. Serigne Bassirou Abdoul Khadr invite le président Macky Sall à toujours œuvrer à la satisfaction des besoins de la population et à l'amélioration de leurs conditions. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar a remis au président Macky Sall un exemplaire du Saint-Coran ainsi qu'une valise remplie de cadeaux. Le Khalife général des Mourides a par la suite prié pour le président Macky Sall pour la démultiplication des récompenses d'un bien accompli, mais aussi pour la réussite de ses grands projets pour un Sénégal de paix et de prospérité. Après Touba, direction Tivaouane pour la même démarche de foi. Arrivé à la mi-journée, le chef de l'État a été accueilli par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Le président Macky Sall et le porte-parole du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum auront par la suite un long tête-à-tête. Occasion pour le chef de l'État de revenir sur le sens de son déplacement. Il s'agit avant tout d'une visite de courtoisie, une ziara en ce mois d'abstinence pour les musulmans. En présence de Serigne Mbaye Sy Mansour, le président Macky Sall a salué le rôle de régulateurs sociaux des chefs religieux. Il est aussi revenu sur quelques aspects de la vie du pays,
notamment le dialogue social et l'éducation. Les travaux de modernisation de la cité religieuse ont aussi été évalués. Vous êtes le chef suprême de la nation. Serigne Abdoul Aziz Sy a loué l'engagement constant du chef de l'État pour la modernisation des foyers religieux du Sénégal. Tivaouane l'en félicite et prie le Tout-Puissant d'éclairer le chemin du président Macky Sall vers l'émergence. Après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale sur la visite de courtoisie du président Macky Sall à Touba et à Tivaouane. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience le président de l'agence japonaise de coopération, le docteur Kitaoka, est venu s'entretenir avec le chef de l'État sur les priorités du Sénégal dans sa coopération avec le Japon. Le voici à sa sortie d'audience. Il est très impressionné par les connaissances du président de la République sur les activités de l'AJK et de la bonne opinion qu'il a sur la coopération japonaise. Et donc il connaît très bien les secteurs d'intervention qui sont les secteurs de l'eau, de l'éducation, de la santé, des infrastructures de façon générale. Nous regardons tous les deux pays dans la même direction. Donc je pense que notre coopération ira en se renforçant davantage. Et puis hier, le président de la République a inauguré la nouvelle centrale électrique de Contour Global sur le site du Cap des Biches, une unité industrielle de 53 MW qui vient renforcer le réseau de Sénélec. L'objectif de cette politique est d'allier le mix énergétique et de satisfaire la demande à un coût moindre. Notre pays cherche à disposer à moyen et long terme d'une énergie de qualité. Aboubakri Kane. L'énergie majeur de développement durable, le site du Cap des Biches s'agrandit avec une nouvelle centrale électrique. La société américaine Contour Global vient à travers cette unité accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique énergétique. La vapeur est détendue dans la turbine. La vapeur repart après dans les condensats et dans la condensation. Ici, vous avez l'alternateur qui produit les 3,6 MW. Et vous avez ici la boîte de vitesse qui permet de réduire la vitesse de 7500 tours à 1500 tours. Il s'agit d'une centrale de 53 MW, fruit de la convention signée en 2015 entre Contour Global et Sénélec. Réalisée en seulement 15 mois, elle peut fonctionner au fioul lourd comme au gaz naturel. Voilà. Voilà. Et donc là, le groupe est complet sur la Sénélec. L'objectif de cette politique est d'allier mix énergétique et satisfaction de la demande. La nouvelle centrale Contour Global que vous venez d'inaugurer aujourd'hui est une centrale dual fuel d'une puissance de 53 MW et qui va passer à 85 MW au mois de septembre prochain avec la réalisation de son extension. Cette centrale, à elle seule, serait capable d'alimenter 4 fois les villes de Tamba et Ziguinchor réunies, soit une population de plus de 2 millions d'habitants. À travers cette démarche, le Sénégal cherche à disposer à moyen et long terme d'une énergie électrique de qualité suffisante et à moindre coût. Contour Global apporte ainsi son soutien avec une expertise avérée qui va impacter notamment sur le développement industriel. Cette initiative est née lors de la rencontre entre le président Obama, président des États-Unis d'Amérique, et le président Macky Sall à la réunion des leaders, des dirigeants d'Afrique aux États-Unis. Il aurait été impensable de réaliser ce projet sans le leadership du président Sall. Cette centrale électrique réduira les coûts de l'énergie tout en augmentant l'alimentation en énergie nécessaire pour mener à bien les objectifs ambitieux de développement et de croissance économique du Sénégal tels que fixés par le plan Sénégal émergent. Le chef de l'État place l'énergie au cœur de ses priorités. Le secteur constitue un des piliers du PSE dont l'objectif est d'accroître la productivité et de soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive. Avec le plan de relance intégré de l'électricité et le service universel de l'énergie
d'un coût de plus de 300 milliards de francs CFA. Le secteur de l'énergie reste l'un des axes majeurs du PSE. Ce plan de relance devrait nous permettre d'assurer le renforcement des capacités de production, la réhabilitation et l'extension des réseaux de transport et de distribution. Avec les découvertes de pétrole et de gaz, l'introduction des énergies renouvelables dans le parc de production va permettre d'atteindre l'objectif de diversification des sources d'énergie. Ce nouveau mix énergétique donc garantira au Sénégal une sécurité et une meilleure disponibilité dans l'approvisionnement énergétique. Il permettra en même temps une baisse du prix du kilowattheure à un niveau supportable par les industries et par les populations et renforcera ainsi notre compétitivité. L'année 2016 constitue un tournant décisif dans l'engagement du président de la République à trouver une solution définitive aux problèmes récurrents de l'électricité au Sénégal avec la mise en service d'une puissance de 250 MW dans la même année. Une puissance additionnelle de 123 MW déjà installée et actuellement en service. S'y ajoute 65 MW en diesel dual fuel et l'extension de cette centrale même de 30 MW ainsi que Tobin Power pour 35 MW. Alors, donc, une capacité nouvelle de 70 MW solaires sera injectée dans le réseau de Sénélec avec les centrales de Santhiou, Mékhé, Bokhol et Malicounda. Ceci va constituer une première car les centrales solaires jusque-là étaient destinées à satisfaire la demande de zones isolées. On le voit donc, le mix énergétique sera renforcé avec la mise en service de projets en cours de construction ou de développement dans d'autres filières. Avec la coopération allemande, une centrale de 15 MW sera installée à Diass, en plus des centrales hybrides dans les îles du Saloum et au Sénégal oriental. Il est aussi attendu, avec l'appui d'autres partenaires techniques et financiers, le lancement du programme Schooling Solar pour 150 à 200 MW. L'objectif à l'horizon 2017 est d'atteindre 20% de la puissance installée en énergie renouvelable dans le mix énergétique. Des projets dont la mise en œuvre traduit l'ambition du chef de l'État d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre les inégalités sociales. C'est le sens de notre combat pour la baisse des coûts du kilowattheure nécessaire au développement des entreprises, mais surtout au mieux-être des populations. C'est le sens également de notre combat pour l'électrification rurale, indispensable à la valorisation optimale des potentialités des territoires. Et dans cette perspective, un programme d'urgence d'un montant de 110 milliards de francs CFA est en cours de réalisation pour l'électrification de 1400 villages sur la période 2016-2017. Le président de la République engage ainsi le Sénégal vers le règlement définitif de la question énergétique. Notre pays s'inscrit résolument dans le nouveau paradigme d'avenir énergétique durable. Les ministres de la Justice et celui de la promotion des investissements ont co-présidé les travaux de conciliation publique pour l'assainissement du climat des affaires. Durant 2 jours, acteurs privés et publics vont discuter de la mise en œuvre d'une justice commerciale et des réformes entreprises par le Sénégal. Fatima Tabanelba. Le Sénégal veut se mettre sur la voie de l'émergence et pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur le secteur privé comme moteur de croissance, ce qui doit impliquer la mise en place d'un climat des affaires propice aux investissements nationaux et étrangers. Nous sommes tout à fait conscients qu'il est important pour le Sénégal de bâtir un environnement des affaires, on a l'habitude de dire de classe mondiale, mais cet environnement des affaires n'aurait pas de sens s'il ne permet pas une promotion du secteur privé national, s'il ne permet pas une promotion des petites et moyennes entreprises.
de ce pays. Cependant, des réformes structurelles de fond restent à accomplir pour amener le Sénégal parmi les économies les plus compétitives de la région. Entre autres, il s'agit de libéraliser la fourniture de services d'Internet à haut débit et du cellulaire, améliorer le financement et la commercialisation dans le secteur agricole, investir dans la formation professionnelle des jeunes et établir le cadre nécessaire permettant une utilisation productive du foncier. Des réformes qui ont permis au Sénégal d'être dans le top 10 des pays réformateurs. Cependant, des efforts restent à faire dans certains domaines. Dans le domaine de la justice commerciale, des efforts ont été faits. Mais concrètement, on a un secteur privé national insatisfait. Nous avons nous-mêmes, du point de vue des résultats, des investissements directs étrangers insuffisants, n'est-ce pas? Cela doit nous interroger en termes de confiance dans notre système. L'enjeu pour les gouvernants, c'est de se hisser à l'ambition du PSE. Pour y arriver, il est essentiel d'améliorer l'accès et l'efficacité de la justice. Nous allons créer le tribunal du commerce pour compléter notre dispositif architectural dans le cadre d'un bon règlement des contentieux qui peuvent opposer les investisseurs et en même temps les opérateurs économiques. Il est attendu de ces 2 journées de réflexion la participation forte et effective des différentes parties prenantes. L'adoption effective de l'agenda des réformes du Sénégal est également souhaitée. Le Sénégal sera doté d'ici 18 mois d'une unité industrielle de production de flacons de perfusion. La cérémonie de pose de première pierre s'est tenue ce matin à Diender en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le projet est financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par le FONSIS et ses partenaires. Damsila. Cette pose de première pierre officialise le démarrage des travaux de construction de la première unité industrielle de production de flacons de perfusion au Sénégal et dans la sous-région. Elle va produire chaque année 12 millions de flacons. Ce sont des médicaments qui sont habituellement requis en situation d'urgence. Donc c'est important pour un pays d'avoir la production de perfusion sur place. Qui plus est, ce sont des produits qui sont lourds et encombrants. Et du coup, ils coûtent cher dans leur transport. C'est un produit qui est stratégique, qui va coûter moins cher et qu'on pourra trouver n'importe où au Sénégal parce que désormais, avec la fabrication sur place, il n'y aura plus de rupture. La construction de cette unité industrielle pharmaceutique est en parfaite adéquation avec le PSE qui ambitionne de faire du Sénégal une plateforme médicale de qualité. Pour jouer sa partition dans la réalisation, le Fonds souverain d'investissement stratégique, FONSIS, et ses partenaires ont financé ce projet. En tant qu'investisseur pour le compte de l'État du Sénégal, le FONSIS réalise avec ce projet non seulement un investissement rentable avec 12 millions de flacons de perfusion qui seront mis sur le marché chaque année, mais participe également, avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à relever le défi cher au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, d'améliorer durablement la qualité de notre système de santé. Ce projet fait partie de ce qu'on appelle la plateforme Dakar Medical City du plan Sénégal émergent, la mobilisation de notre secteur privé national, soutenu par des banques que sont la CBAO, la BOAD, nous permet aujourd'hui d'assister à la naissance de ce projet innovant, l'un des plus importants investissements privés dans le secteur de la santé. Construite dans la commune de Diender, l'unité industrielle de production de flacons de perfusion est bien appréciée par les populations et les autorités de la localité. Le projet va créer 75 emplois directs. La première chose... Jeudi prochain, 16 juin, c'est la date retenue pour l'installation de la commission de revue du code électoral prévue ce mardi. Elle a été repoussée à cause des 2 listes qui ont été déposées par 2 coalitions de l'opposition, alors qu'elle n'a droit qu'à une seule. Ce principe bafoué, il faudra attendre 48 heures pour accorder les violons. Ibrahim Onong. On se donne rendez-vous encore si vous le voulez bien, donc le jeudi prochain. La méthode de travail arrêtée le jeudi passé en plénière n'a pas eu l'effet escompté. Motif, l'opposition n'a pas respecté le principe retenu.
Il avait été retenu que chaque pôle, n'est-ce pas, donne 10 personnes pour les représenter au niveau de la commission de revue du code électoral. Pôle de l'opposition 10, pôle des non-alignés 10, pôle de la majorité 10. Alors, on leur avait souligné qu'ils devaient déposer ces listes-là le lundi. Et hier, lundi donc, nous avons constaté que l'opposition avait déposé 2 listes. 2 listes de l'opposition à la place d'une seule, ce qui n'est pas conforme à la décision prise par les différentes parties prenantes. Il faut s'en désoler, il y a 2 groupes de l'opposition, 2 coalitions qui ont déposé leur liste de plénipotentiaires. En l'occurrence, notre coalition qui est constituée d'une 15aine de partis a déposé une liste de 10 plénipotentiaires. Une autre coalition du pouvoir également a déposé 10 plénipotentiaires. Et face à cette situation-là, on nous a demandé à nous concerter. On a eu une longue réunion. J'ai demandé à ce que nos plénipotentiaires rencontrent les plénipotentiaires. Moi aussi, je suis venu au nom des chefs de parti de notre coalition pour participer à trouver la meilleure solution. Nous demandons à tous les acteurs de savoir raison garder, de penser aux Sénégalais et de travailler véritablement pour la recherche des solutions pour la bonne marche de notre démocratie. L'installation de la commission de revue du code électoral revêt une grande importance, d'où la nécessité d'harmoniser les positions pour commencer les travaux le plus vite possible. Nous appelons quand même les différentes parties donc, à se conformer aux décisions qui sont prises lors des plénières. Rappelez aussi au ministre de l'Intérieur, au président de la Sénat, que nous sommes dans une concertation où il est extrêmement important que les différentes parties se respectent, que les différentes parties se conforment aux exigences donc retenues en plénière. 48 heures, c'est le délai accordé à l'opposition, le temps d'arrondir les angles. La RTP a remis ce matin un chèque de 25 millions de francs CFA à la Commission de protection des données personnelles. À travers cet appui, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes veut accompagner la CDP à bien mener ses missions de service public. Il s'agit entre autres de veiller à la protection des données à caractère personnel. Fatou Diouf. L'acte est symbolique. La Commission de protection des données personnelles qui reçoit un chèque de 25 millions de francs CFA de l'ARTP. Ces 2 structures aux missions complémentaires fédèrent leurs forces afin de mieux protéger la vie privée des personnes et de garantir la confidentialité des données personnelles. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous accompagner et de nous accorder un appui institutionnel. Vous le savez, vous connaissez bien les missions de la CDP, la protection de la vie privée des citoyens, la confidentialité de leurs données, la sauvegarde de leurs données, le traitement licite et pertinent de leurs données, demandent déjà énormément de communication. Dans l'article 171 du Code des télécommunications, l'ARTP est chargée d'apporter un appui institutionnel aux structures publiques intervenant dans le secteur des TIC. Et c'est dans ce cadre qu'elle a accordé cette somme à la CDP. Parmi les missions de la CDP figurent en bonne place les dispositions qui permettent de s'assurer que ces technologies de l'information et de la communication n'ont pas d'impact négatif ou n'impactent pas de manière négative en ce qui concerne la violation des libertés publiques, mais également de la vie privée des citoyens sénégalais. Donc c'est la raison pour laquelle, investi de ces missions qui sont complémentaires, nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'accompagner la Commission dans sa mission noble. La Commission de protection des données personnelles loue ce partenariat dynamique. La structure attend de même des autres institutions de l'État pour une meilleure vulgarisation des missions de la CDP auprès des citoyens.
À présent, la suite de notre série de reportages sur l'élevage. Ce soir, nous faisons connaissance avec le zébu Gobra, très répandu dans la zone sylvopastorale. Le Gobra allie élégance et résistance de caractère qui font de cette race une espèce adaptée au milieu, raison pour laquelle il est fortement indiqué de conserver le zébu Gobra. Journée de pâture terminée pour ce troupeau qui avance au pas de course, rejoindre son enclos au beau milieu du centre de recherche géotechnique de Dara. La race là qui est derrière moi, c'est la race Gobra. C'est la race du pays. La blancheur de kaolin, l'allure fière, l'énergie à fleur de peau et la défense majestueuse, le zébu Gobra, encore appelé race du pays, présente des caractéristiques qui lui sont uniques. La robe est généralement blanchâtre, mais aussi c'est ce qu'on appelle donc la bosse est développée, le fanon est très large, les cornes sont tirées vers le haut, les yeux sont gros, donc le front est un peu bombé. Harmonie de la nature ou capacité innée de l'espèce, le Gobra est fait pour les milieux arides comme c'est le cas ici, en zone sylvopastorale. Je pense que le facteur le plus important, en tout cas un facteur extrêmement important, c'est l'adaptation, la résistance, en tout cas aux conditions climatiques du pays. Vous savez, l'année dernière, on a traversé une crise alimentaire, en tout cas des animaux. L'animal peut se déplacer jusqu'à 25 ou 35 km pour boire. Il peut rester 48 heures sans boire. Le peu de fourrage qu'il rencontrera en pâturant, il peut en tout cas s'autosuffire de ça. Imaginez-vous si c'était un animal exotique. Dans le département de Linguère, la population de zébu Gobra constitue l'essentiel du troupeau et contribue grandement à l'économie locale. Au niveau du département de Linguère, les cheptels bovins tournent autour de 225 000 têtes de bovins. Donc, ce qui constitue en tout cas un paquet économique extrêmement important. Par rapport à la région, c'est le tiers de la population bovine qui se trouve au niveau du département et le 7e en tout cas au niveau du Sénégal. Son rôle économique et sa capacité d'adaptation aux rigueurs climatiques en fait le chouchou des pasteurs et techniciens de l'élevage qui revêtent ici une robe d'avocat pour défendre la race dite du pays. Je dirais que c'est extrêmement important de tout faire pour conserver la race Gobra, du fait de ses aptitudes zootechniques. Nous avons dit, donc c'est un animal qui s'adapte à l'environnement, au milieu, donc au climat donc de la zone, d'une manière générale du Sénégal, en tout cas dans la zone sylvopastorale. J'insiste sur sa résistance. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'état corporel de ces animaux à cette période. C'est comme s'ils sont en hivernage. Pourquoi? Parce que c'est la race donc, qui est dans son siège, dans son environnement. Donc c'est la race la plus résistante donc, de toutes les races qui sont actuellement au Sénégal, à part la race Ndama qui est résistante de l'autre côté au sud. La race Gobra supporte bien l'insémination artificielle, ce qui en fait une espèce moteur d'amélioration génétique et de modernisation de l'élevage. Apte à l'extensif, pivot des exploitations familiales et garant de la résilience des pasteurs, le Gobra présente toutes les aptitudes nécessaires à l'élevage durable au Sahel. Et puis, malgré la subvention de l'État dans le cadre de l'opération sauvegarde du bétail, le coût de l'aliment de bétail reste élevé au Sénégal. Les cultures fourragères apparaissent, pour ainsi dire, comme une solution afin d'assurer l'autosuffisance en viande ou en lait. L'expérience est jugée fabuleuse par certains éleveurs qui souhaitent disposer aujourd'hui de réserves fourragères. François Sec. L'alimentation du bétail reste un véritable casse-tête pour les éleveurs de la zone sylvopastorale. L'aliment de bétail est cher. Actuellement, le sac d'aliments coûte 9 000 francs. 9 000 francs dans le marché. Pour faire face au coût de l'alimentation, certains éleveurs ont essayé de trouver des solutions, parmi eux Oumar Sow. À 7 km au nord de Léona, Ndialarpeul. Oumar Sow fait partie des rares éleveurs à s'investir dans la culture fourragère sous pluie. Il est aidé en cela par l'État du Sénégal.
Chaque année, nous cultivons les semences que l'État nous donne en plus du mil. Le stock permet de nourrir le bétail en période de soudure. Cela nous sédentarise et nos enfants peuvent aller à l'école. L'État encourage cette promotion de culture fourragère-là parce que chaque année, il y a l'État du Sénégal qui octroie aux producteurs, aux éleveurs des semences de culture fourragère. Cette année même, nous avons octroyé à la région de Louga 500 kg de semences. Et ça va permettre aux éleveurs de se préparer déjà parce que nous sommes proches de l'hivernage. Chaque année, Oumar Sow cultive 4 hectares de niébé et de sorgho fourragé, une activité qu'il mène depuis quelques années pour assurer à son troupeau une autosuffisance alimentaire. Sans culture fourragère, pas de vente de lait pendant la saison sèche. Un troupeau affamé ne produit pas de lait. Depuis que j'ai commencé la culture fourragère, je vends du lait toute l'année. Une initiative bien accueillie dans le milieu pastoral. Avec les semences qu'on cultive nous-mêmes, c'est une bonne chose. Nous achetons l'aliment du bétail toute l'année, donc la culture fourragère est bénéfique pour nous. Il nous faut du matériel pour réussir la culture fourragère. Cette machine a atteint ses limites. Aujourd'hui, Oumar Sow rêve d'une grande réserve fourragère. Pour cela, il lui faut acquérir du matériel lourd, mais aussi avoir accès à l'eau en quantité. Cela lui permettra de passer d'une culture sous pluie saisonnière à une culture irriguée pérenne. Découvrons à présent l'unité pastorale de Malandou dans le département de Kanel. Elle accueille chaque jour des centaines d'éleveurs à la recherche d'eau et de pâturage. Le forage sur place est équipé d'abreuvoirs au grand bonheur des éleveurs. Seulement un cheveu dans l'eau, le moteur de l'ouvrage ne fonctionne plus en plein temps. Oumokal Somsal. Le forage de Malandou, vieux de 20 ans, est l'un des plus courus par les éleveurs. Chaque jour, des centaines, voire des milliers de bêtes s'abreuvent ici. En cette période de l'année, des transhumants viennent même camper à la recherche de pâturage. C'est le cas de Oumar Silla qui vient d'arriver. Dans nos villages, il n'y a plus de fourrage. Chaque année, je viens ici chercher du pâturage. Je peux même rester ici plus d'1 mois. On trouve de l'eau, mais aussi de la nourriture pour les bêtes. Ici, pour accéder aux abreuvoirs, l'éleveur débourse 200 francs pour chaque bête pour tout le mois. Le prix est abordable puisque le cheptel s'abreuve bien. Il y a un comité de gestion chargé de décompter le nombre de bêtes de chaque éleveur. L'argent versé par les éleveurs sert à acheter du carburant. Seulement, à certaines heures de la journée où la chaleur est forte, l'alimentation des abreuvoirs est coupée, la machine ne tient plus. J'avais un puits, mais il n'est pas fonctionnel ces temps-ci. C'est pourquoi je viens ici. Mais je dois patienter jusqu'au redémarrage du forage. Mis à part ces interruptions, ce forage nous arrange beaucoup. Le moteur est vieux et usé. C'est pourquoi, à certaines heures, on est obligé de l'arrêter. Là, le démarrage se fera à 16 heures. Ce forage à vocation pastorale, réalisé depuis 1995, reçoit chaque année des éleveurs transhumants venus d'autres localités du pays et de la sous-région.
Demain, d'autres reportages dans la série consacrée à l'élevage. La page Ramadan à présent, la période est propice au petit commerce. Plusieurs objets qu'on ne voit pas souvent sont vendus par des commerçants de circonstance. L'occasion faisant le larron, chacun essaie de tirer le maximum de profit en cette période de forte consommation à Ramdao. Il n'y a que le Ramadan pour conférer à ces écuelles en plastique l'intérêt d'arpenter les chaudes rues de Dakar avec. On les achète en ville et on les revend à 100 francs l'unité. On peut boire du bissap ou du fondé avec. En dehors du Ramadan, ils mènent d'autres activités. On vend des cuillères, des poudres anti-cafards, anti-souris, des becs pour gaz aussi. La question, laisser tout pour les écuelles, les bénéfices en valent-ils la chandelle? Ça marche, oui, à 100% même. On achète l'unité à 50 francs et on la revend 100 francs. Ahmed Sissé ne se targue pas, lui, d'un bénéfice à 100%, mais il sait qu'en cette période, ses bonnets ont une grosse cote. Il y en a qui coûtent 3 000 francs, 6 000 francs, 4 000, 2 000, même 1 000 francs ou 500 francs. Les gens achètent, oui, on les écoule assez bien. Qui a dit que les gargotes ne marchent plus comme avant durant le Ramadan? Celle d'Amina ne servait que les petits déjeuners, réaménagement des horaires. Elle est là tous les soirs et elle ne se plaint pas. Ça marche mieux actuellement. Avant le Ramadan, on faisait des bénéfices, mais plus maintenant, à mon avis. À chaque période, ses bonnes affaires et ses mauvaises, tout est question de flair, de chance aussi parfois. Le Ramadan est l'occasion pour la rubrique au cœur de nos cultures de s'intéresser à une tradition bien sénégalaise, le soukaroukor. Un élan de solidarité envers sa belle famille et qui a perdu son essence selon les orthodoxes. Et pourtant, cette pratique aux allures de coutume devrait être sauvegardée car elle est porteuse de valeurs. N'est-ce pas, Léa Eladja? Le soukaroukor, une singularité du Sénégal, offrir des présents, des mains ou parfois de l'argent durant le mois de béni à sa belle famille, ses amis ou ses proches, une tradition qui tire ses racines dans la sociologie sénégalaise. N'oubliez pas qu'on nous appelle le pays de la teranga. Avant la monétisation de l'économie, donc des circuits de distribution de la société, nous avions des formes de données autour de soi. Donner à la famille, donner aux amis, au voisinage. Et c'est ça qui nous a forgé ce bac, cet hymne-là, le Sénégal, pays de la Teranga. Soukaroukor, comme son nom l'indique, c'est parce que le sucre est la denrée la plus prisée durant ce mois d'abstinence. Cet élan de partage s'effectuait jadis à travers des dons en nature. Chez nous, au village, au Kadior, les femmes faisaient des beignets. Non seulement pour la fin du Ramadan, toutes les familles faisaient des beignets qu'on donnait aux parents, on distribuait à des amis, aux chefs religieux, etc. C'était en nature. Il arrivait que des femmes offrent des pagnes, c'est une jago, offraient des pagnes. Il arrivait que des femmes aussi offraient en nature d'autres types de cadeaux. Jadis, c'est la maman, le frère ou le père qui donnait de l'argent à la fille mariée si elle n'avait pas de travail. Avec cette somme, elle achetait du café, du sucre pour accompagner sa belle famille durant le mois de Ramadan. Je ne le fais qu'une fois par an. Si tu as une belle famille qui t'estime, cela ne te coûte rien de le faire. Moi, je préfère donner de l'argent, puisqu'avec cela, la personne peut en faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, ce geste symbolique a pris une ampleur sans précédent. Ce qui avait pour vocation autrefois de raffermir les liens familiaux constitue de plus en plus une contrainte pour beaucoup. Il y a des ménages qui volent en éclats aujourd'hui à cause de cette tradition. Des filles mariées sont taxées de pingre si elles ne donnent pas le soukaroukor. Il semble que nous basculons de plus en plus vers une société de l'apparence. Apparence en tout. Apparence dans le donner, mais apparence même dans l'apparence elle-même.
Les gens aiment ça maintenant, alors que ça nous éloigne de la religion. Parce que quand nous Soukorikor, on parle du Ramadan. Et le Ramadan, c'est Dieu. C'est la religion. Donc tout doit être mesuré en fonction de la religion. Et la religion de l'islam, c'est la religion du juste milieu. Il ne faut pas faire trop, il ne faut pas faire aussi trop peu. Tradition respectée, le Soukorikor est une valeur à sauvegarder, même si les orthodoxes appellent à revenir à l'essence de cet élan de générosité. Parole de femmes. On les appelle les crieurs et chaque nuit, ils font le tour des quartiers pour réveiller les jeûneurs à l'heure du repas de l'aube, le khud. Une telle pratique est-elle conforme aux valeurs de l'islam? La question mérite d'être posée quand on sait que cette religion défend fortement les droits du voisin. Le ramadan et plus largement, la religion est-elle une caution au tapage? C'est le sujet de la chronique du jour, signée Seydina Alioune-Djigo. Au fil des années, ils ont fini par faire partie du décor du Ramadan dont ils sont aussi l'envers. Des jeunes sillonnent les quartiers et font bruyamment savoir qu'il est l'heure de procéder au repas de l'aube. L'objectif est clair, ramener à l'état de veille leurs coreligionnaires au sommeil lourd que réveil, entourage immédiat, appel du muezzin n'aurait pas sorti du lit. À ce point, on est tout simplement dur de la feuille. L'intention, elle peut être sincère, soyons positifs. Mais que dire de l'acte? Et quel est son impact sur le sommeil de ceux-là qui observent le Ramadan sans éprouver le besoin de se lever en pleine nuit pour respecter la tradition du repas de l'aube ou de celui des non-musulmans? Plus globalement, le fait nous ramène à notre rapport au respect du voisin. Il n'est pas rare que le chemin qui mène chez lui soit obstrué, son sommeil bouleversé, sa quiétude troublée, et il est bien seul pour ne pas dire isolé quand il clame ses droits. Peut-être la voie du salut viendra de l'observance de la religion, souvent brandie comme argument pour justifier de pareils actes. Par Dieu, il n'est pas véritablement croyant. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a répété la phrase à 2 reprises. Quand on lui demanda de qui il s'agit, il répondit « Celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de sa nuisance ». Hadith rapporté par Bukhari. À méditer, cette chronique Ramadan de Seydina Alioune-Djigo ferme cette page dédiée à ce mois béni. Nous parlons à présent de cette visite du président de l'agence japonaise à la coopération internationale, la JICA, qui a visité cet après-midi les locaux de la RTS face aux autorités du service public de l'audiovisuel et des journalistes. Le patron de la coopération japonaise a affirmé la disposition de son pays à voir les modalités de sa participation au financement du PSE Amadou Aramcham. Pour sa stabilité et sa démocratie, le Sénégal pour le Japon est une priorité. Le président de la JICA en visite à la RTS est revenu avec les journalistes sur les enjeux du prochain sommet de la T4-6 prévu en août prochain au Kenya. Durant ce sommet, nous mettrons l'accent sur la santé, le secteur de la santé, l'éducation, la stabilité sociale. Donc ce sont un peu les principaux thèmes qui seront abordés lors de ce sommet. La coopération économique entre le Sénégal et le Japon est une longue histoire entamée depuis 40 ans. La santé, l'éducation, l'hydraulique sont des secteurs traditionnels qui bénéficient d'un budget annuel du bureau de la JICA. Je sais qu'annuellement, on a pratiquement 20 milliards par an d'aide publique au développement que le gouvernement Japon offre au gouvernement du Sénégal en général. C'est un peu notre volume d'intervention au Sénégal. Et on a les secteurs traditionnels que vous avez cités, l'éducation, la santé, l'hydraulique. Mais aujourd'hui, comme il l'a dit, nous voulons que le Sénégal, compte tenu aussi de l'importance du Sénégal pour le gouvernement du Japon et son rôle stratégique dans la sous-région, on veut de plus en plus que le Sénégal bénéficie de projets de prêts concessionnels. Le prêt concessionnel, un instrument qui existe dans le corpus des axes d'intervention du Japon au Sénégal, en même temps que la coopération technique et les dons. Il permet des prêts à des taux très bas pour des durées de remboursement de 30 à 40 ans avec un délai de grâce de 10 ans. En entente avec le gouvernement, le Japon va définir sa modalité de participation au financement du PSE.
Le plan Sénégal émergent est un plan très important, réaliste et c'est faisable. Notre philosophie, la philosophie du gouvernement du Japon, c'est d'aider les gens à se passer de l'aide. Donc, nous allons discuter avec les autorités pour participer au financement de ce plan. Nous intervenons déjà ici. Mais bon, traditionnellement, nous avons deux piliers dans lesquels nous intervenons. C'est le pilier 1 du PSC et le pilier 2. Le pilier 1, nous avons la transformation de l'économie. Nous sommes là-dedans et nous allons continuer dans ce sens-là. Dans le pilier 2 aussi, comme il a dit tantôt, il y a le secteur de la santé et de l'éducation. Donc, c'est des secteurs qui, a priori, nous intéressent et qui sont aussi dans le PSC. Récemment, une équipe japonaise ayant séjourné à la RTS a décerné un satisfecit à la structure pour sa gestion sans faille des investissements du Japon. Un motif d'encouragement pour appuyer davantage le secteur de l'audiovisuel. L'aide vient de la taxe des populations japonaises, de leurs impôts. Et en retour, ils savent que, bon, ici, ceux qui reçoivent l'aide, ce sont des gens qui gèrent bien, l'argent a été bien utilisé. Et donc, c'est très encourageant pour intervenir encore au Sénégal et probablement peut-être pour votre secteur des médias. Dans la lutte contre le déficit en eau potable, le Sénégal va se doter d'une usine de dessalement d'eau de mer qui va coûter 135 milliards CFA et dont le démarrage des travaux est prévu en janvier 2018. L'infrastructure, dont la réalisation sera financée par le gouvernement japonais, aura une capacité de 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. L'usine sera délivrée en 2022. Vous pouvez le faire jusqu'à 70 ans si vous êtes en bonne santé, naturellement. Il s'agit du don de sang que le monde a célébré aujourd'hui au Sénégal. Tous les besoins ne sont pas couverts. Il y a un réel déficit de donneurs. Parrain de l'édition 2016, Monseigneur Benjamin Ndiaye en appelle à la générosité de tous les citoyens. Oumar Diab. En voilà une très belle grimace. Ce qui est vraiment beau, c'est l'acte qu'elle vient de poser, donner de son sang une partie profonde de soi à un autre. Indépendamment même de cette circonstance particulière, c'est aussi de plaider pour que les donneurs de sang soient plus nombreux. C'est dans les textes sacrés que l'évêque est allé puiser les éléments nécessaires à son plaidoyer. Ce que Dieu nous demande, c'est de poser des gestes qui préservent, qui protègent, qui sécurisent la vie. Plus nombreux on le voudrait, mais entre les besoins et la collecte, il y a un véritable gap. De 60 000 dons par an, mais il faut reconnaître quand même que depuis maintenant une dizaine d'années, il y a une augmentation en moyenne de 20% de dons chaque année. Le don du sang dépasse les clivages sociaux, ethniques et confessionnels. Le sang n'a ni religion, ni frontières, ni caste, ni pays. Tout un chacun peut donner de son sang. L'essentiel que cette personne soit en très bonne santé. Tous ceux qui ont la possibilité de donner leur sang, j'incite ces personnes-là à le faire. C'est une bonne action et je compte revenir. Dans beaucoup de régions du Sénégal, le déficit en produits sanguins est chronique. Louga, Tamba, Matam constituent un triangle où on compte sur des dons familiaux en cas d'urgence. Qu'on n'attende pas les urgences pour faire appel aux donneurs. On peut réduire de 25% le risque de décès maternel. Des initiatives de décentralisation vont permettre de corriger ces problèmes avec l'extension du réseau des unités de transfusion sanguine. Les stratégies complémentaires avec des unités mobiles qui vont se déplacer et avec l'implication des différents secteurs de la société civile, des militaires, je pense qu'en définitive nous parvenons donc à résorber ce gap. Le don du sang est un acte bénévole et non rétribué au Sénégal. Il reste certainement la plus grande preuve du lien qui unit tous les hommes et qui est si fragile. Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. C'est le thème de la 26e édition de la journée de l'enfant africain, dont le lancement est prévu à Ziguinchor. Avant les festivités, les responsables de l'organisation ont rencontré la presse afin de décliner quelques aspects de l'événement à Bassao. En préparant la célébration de la journée de l'enfant africain, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance compte impliquer les relais de l'information. C'est ce qui justifie ce face-à-face avec les journalistes. Que ces enfants doivent bénéficier au jour des mêmes droits que tous les enfants.
Nous allons y travailler avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, avec les autres acteurs, associations, n'est-ce pas, de réfugiés, élaborer des stratégies, n'est-ce pas, de prise en charge. Mais la finalité, c'est de les faire retourner dans leur famille d'origine. L'atelier de sensibilisation vise à annoncer la couleur ce 16 juin 2016 à Ziguinchor, où sera lancée la journée de l'enfant africain, coïncidant avec l'ouverture de la semaine dédiée aux tout-petits. Cette semaine doit être un temps fort de réflexion et de partage pour que d'une part les droits des enfants soient mieux connus et d'autre part pour qu'un terme soit mis à toutes les formes